Nous sommes le 9 octobre 1967 dans une petite école d'un village en Bolivie. Che Guevara agonise. Ses mains sont liées, ses vêtements en lambeaux. Quelques heures plus tôt, il menait une guérilla à travers la jungle. Maintenant, il attend son exécution. Le sergent chargé de l'exécuter tremble et n'ose pas le regarder. Alors Guevara le regarde dans les yeux et dit « Tire espèce de lâche, tout ce que tu feras, c'est tuer un homme ». Puis le coup de feu partit et ce furent là les dernières paroles de Che Guevara. Son corps est ensuite exposé à la vue de tous dans le village où il s'était réfugié. On lui coupa ensuite les mains et on les mit dans une boîte pour les envoyer aux hauts gradés du gouvernement. Ainsi, voilà comment mourut l'homme qui fut pendant quelque temps l'individu le plus recherché de la planète. Mais comment un médecin argentin issu de la classe bourgeoise est-il devenu l'icône révolutionnaire la plus reconnaissable de la planète? Pourquoi a-t-il abandonné le pouvoir, la gloire et le confort à Cuba pour mourir seul dans la jungle bolivienne? En 1952 à Buenos Aires, en Argentine, Ernesto Guevara de la Serna a 23 ans. C'est un étudiant en médecine brillant, presque diplômé. Il vient d'une famille aisée. Son avenir est déjà tout tracé. Cabinet médical, bonne situation, vie confortable. Mais Ernesto s'ennuie. Il étouffe. Depuis l'enfance, il combat l'asthme. Cette maladie qui pourrait le tuer à tout moment lui a appris quelque chose. La vie est courte. Trop courte pour la gaspiller dans la routine. Alors un jour, lui et son ami Alberto Granado prennent une décision folle. Ils vont partir en voyage à moto et découvrir 1 ou 2 pays de l'Amérique latine avant de rentrer boucler leur dernière année d'études. Ce qu'ils pensaient être un simple voyage de quelques semaines allait pourtant se transformer en un road trip de 8 mois à travers tout le continent américain. Imaginez, 2 types sur une vieille Norton 500 surnommée la Poderosa, qui signifie la puissante. Sauf qu'elle tombe en panne tout le temps. Ils dorment où ils peuvent, mangent quand ils peuvent, font des petits boulots et vivent d'aventure en aventure. Au début, c'est l'insouciance, les filles, les fêtes, la liberté. Mais au fur et à mesure qu'ils continuent leur voyage, quelque chose commence à changer. Au Chili, ils descendent dans une mine de cuivre. Ernesto voit des hommes creuser dans des conditions inhumaines, exploités, payer une misère pour enrichir des compagnies américaines. Au Pérou, près de l'Amazonie, il travaille bénévolement dans un centre qui prend en charge les gens atteints de la lèpre. Le soir de son anniversaire, les médecins lui organisent une fête de l'autre côté de la rivière, loin des lépreux pour ne pas être contaminé. Mais Ernesto refuse. La nuit de ses 24 ans, il plonge dans le fleuve et nage jusqu'à la rive des malades. Il risque sa vie pour passer son anniversaire avec eux. Pas avec les docteurs, mais avec les exclus. Ce geste, c'est déjà tout ce qui caractérise le Che, un homme qui place la dignité humaine avant toute chose. Mais le vrai choc arrive au Guatemala. En 1954, Ernesto arrive dans ce pays d'Amérique centrale gouverné par Jacobo Arbenz, un président démocratiquement élu qui fait des réformes. Il redistribue les terres, il défie la United Fruit Company, le géant américain qui possède la moitié du pays. Ernesto est fasciné. Il voit enfin un gouvernement qui sert son peuple. Puis, brusquement, un coup d'État éclate. La CIA orchestre le renversement d'Arbenz. Des mercenaires envahissent le pays, le président est chassé, les réformes sont annulées, des milliers de Guatémaltèques sont massacrés. Ernesto se cache dans l'ambassade d'Argentine pendant plusieurs semaines. Il voit la terreur, les exécutions, la répression. Et là, dans cette ambassade, quelque chose se brise en lui. Ou plutôt, quelque chose naît. Il comprend que la démocratie ne suffit pas, que les États-Unis ne cesseront jamais d'exercer leur emprise sur l'Amérique latine. Pour lui, seules les armes peuvent vaincre l'impérialisme. Le médecin idéaliste vient de se transformer en révolutionnaire. Mexico, juillet 1955. Ernesto est fauché, exilé et cherche des compagnons avec qui mener la lutte. Il fréquente les cercles d'exilés cubains qui rêvent de renverser le dictateur Fulgencio Batista. Et c'est là qu'on lui présente un type. Fidel Castro, 28 ans, avocat, charisme fou et ambition démesurée. 2 ans plus tôt, Fidel a attaqué la caserne Moncada à Cuba avec 160 hommes pour essayer de renverser le régime. Un désastre total. La moitié des rebelles sont morts. Castro est emprisonné puis exilé au Mexique. Mais il n'abandonne pas et planifie minutieusement son retour. La première rencontre entre Guevara et Fidel dure 10 heures. 10 heures à parler révolution, philosophie, stratégie. À la fin de la nuit, Ernesto a pris sa décision. « Je suis avec toi », dit-il. Il abandonne tout. Sa carrière de médecin, sa famille qu'il ne reverra peut-être jamais, pour embrasser la cause qu'il croit juste. Fidel lui donnera le surnom de Che, cette interjection typiquement argentine qu'Ernesto utilise tout le temps quand il parle. En français, ça pourrait se traduire par « mon pote ». En novembre 1956, Che Guevara et Castro, accompagnés de 80 hommes, embarquent sur le Granma, un yacht délabré prévu pour 12 personnes. Direction Cuba. La traversée est un cauchemar. Tempête, mal de mer. Le bateau prend l'eau. Ils arrivent à Cuba avec 2 jours de retard, au mauvais endroit, en plein jour. L'armée de Batista les attend.
C'est un massacre. Sur les 82 hommes, seuls 12 survivent. Les survivants se réfugient dans la Sierra Maestra, une chaîne de montagnes impénétrable. Là, commence la guérilla. Au début, ils sont une poignée, mal équipés, affamés, traqués. Mais c'est là que Che Guevara va se révéler être un fin stratège militaire. Il est partout à la fois, dans les embuscades les plus dangereuses, toujours volontaire, toujours le premier au combat. Et quand il ne se bat pas, il soigne les blessés, apprend à lire aux paysans, organise le ravitaillement. De là, petit à petit, les paysans qui étaient plutôt réticents au départ commencent à s'allier à leur cause. En 1958, Fidel lance l'offensive finale. Il confie à Ernesto une mission impossible. Avec 300 hommes mal équipés, il doit prendre la ville de Santa Clara au centre de Cuba. Une ville défendue par 3500 soldats, des tanks et un train blindé. Le 28 décembre 1958, le Che et ses hommes attaquent. Le combat fait rage pendant 3 jours. Puis, contre toute attente, ils arrivent à faire dérailler le train blindé bourré de munitions, d'armes et de soldats. Le 1er janvier 1959, Batista est obligé de fuir Cuba. La révolution a gagné. Che Guevara entre dans la Havane en héros. Il a seulement 30 ans. Son image fait le tour du monde. Le médecin argentin qui a libéré Cuba. Après la Révolution, il est nommé président de la Banque nationale, puis ministre de l'Industrie. On aurait pu croire qu'il allait se la couler douce, maintenant qu'il avait atteint ses objectifs, mais Ernesto ne fait pas partie de ces hommes-là. Il travaille 16 heures par jour, refuse tout privilège, vit dans un petit appartement, coupe la canne à sucre avec les ouvriers le dimanche. Donnant l'exemple, il essaie tant bien que mal de relancer l'économie. Mais le Che n'est pas fait pour les bureaux, encore moins pour les réunions interminables. Ce qu'il veut, c'est mener la révolution. Il ne veut pas seulement libérer Cuba, il veut exporter la révolution vers tous les pays qui subissent l'impérialisme occidental. Alors, en 1965, il démissionne de ses fonctions, et accompagné de 100 hommes, il met le cap sur l'Afrique. Che Guevara débarque au Congo pour soutenir la rébellion contre le gouvernement. À cette époque, l'indépendance est proclamée dans plusieurs pays d'Afrique, mais ils sont toujours sous l'influence des anciennes puissances coloniales. Le Che veut transformer l'Afrique en volcan révolutionnaire en allumant l'étincelle au Congo. Ce sera un fiasco total. Les rebelles congolais sont indisciplinés, désorganisés. Ils refusent de se battre et prennent souvent la fuite devant les soldats du gouvernement. Guevara essaye de les former, mais la tâche est plus difficile que prévu. Il constate qu'ils sont plus intéressés aux femmes et à l'alcool plutôt qu'à la révolution. Après 7 mois passés là-bas, il abandonne et rentre secrètement à Cuba. Ceci est le récit d'un échec. C'est par ces termes qu'il commencera par écrire l'histoire de cette aventure qui sera ensuite publiée dans un livre après sa mort. Mais Che Guevara n'est pas homme à baisser les bras si facilement. Ce qu'il n'a pas réussi en Afrique, il compte bien le réussir ailleurs. Il élabore un nouveau plan, et cette fois direction la Bolivie. En novembre 1966, il y débarque clandestinement avec une poignée d'hommes. Il compte commencer la révolution depuis là-bas et ainsi progresser dans toute l'Amérique du Sud. Mais dès le début, rien ne va. Le parti communiste bolivien, qui devait les soutenir, les abandonne. Les paysans boliviens, au lieu de rejoindre la guérilla, les dénoncent à l'armée. L'armée bolivienne, formée et équipée par la CIA, les traque méthodiquement. Le Che est isolé, ses radios ne marchent pas, ses recrues désertent, son asthme empire, il n'a plus de médicaments. Le 8 octobre 1967, l'armée encercle sa petite troupe dans le ravin de Yuro. Che Guevara, blessé à la jambe, est rapidement capturé. Il est emmené dans un petit village au milieu de la jungle et est enfermé dans une école. Le lendemain matin, il est exécuté sous la supervision des agents de la CIA. Il avait 39 ans. Qu'on l'aime ou pas, force est de constater que Che Guevara était un idéaliste sincère qui a sacrifié son confort, sa famille et sa vie pour ses convictions. Il avait un avenir tout tracé comme médecin en Argentine, ou bien il aurait pu rester à Cuba et jouir de ce privilège de ministre adulé par le peuple. Pourtant, il a choisi d'abandonner tout ça et se battre jusqu'au bout pour ce qu'il croyait être juste.